reconnaissons tous les peuples autochtones de la région, de toutes les nations du Canada, et nous nous engageons à aller de l'avant dans un esprit de partenariat et de réconciliation. Juste à titre informatif, je suis spécialiste du soutien aux données dans le domaine de la gestion des données de recherche, ou GDR, à la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et je suis membre du comité des groupes d'experts sur les données sensibles de l'Alliance de recherche numérique du Canada. En ce qui concerne mon expérience dans le domaine des données sensibles, j'ai de l'expérience dans la prestation des services de consultation ainsi que dans la curation de dépôts de données de recherche dans Borealis de l'Université d'Ottawa. J'aide donc les chercheurs à planifier la gestion éthique de leurs données tout au long du cycle de vie de la recherche. Je tiens toutefois à préciser que je ne suis pas membre du CER, ni experte en droit de la protection de la vie privée, ni avocate. Je ne suis donc pas une autorité en matière de législation régissant la vie privée. Pour cette raison, je ne serai peut-être pas en mesure de répondre à des questions spécifiques sur des projets dans le cadre de ce webinaire, mais si vous contactez notre service de gestion des données de recherche de la bibliothèque, je serai ravie de vous fournir des conseils et des ressources et, si nécessaire, vous orienter vers d'autres services. Alors, pour commencer la présentation, passons maintenant à l'analyse de la boîte à outils pour les données sensibles, qui l'a créée et pourquoi. Elle a été créée par le réseau Portage, fondé en 2015, composé de chercheurs multidisciplinaires et de membres du CER, Comité d'éthique de la recherche. Ils ont contribué à établir les meilleures pratiques nationales en matière de gestion des données de recherche. Portage était auparavant sous l'égide de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Il est désormais sous l'égide de l'Alliance de recherche numérique du Canada, qui comprend 3 volets chargés de superviser l'infrastructure de recherche numérique nationale. Il s'agit d'une organisation indépendante financée par le gouvernement fédéral à but non lucratif, conçue pour soutenir vous, les chercheurs. Il publiera prochainement une version mise à jour de la boîte à outils, probablement au printemps, qui comporte quelques modifications, mais qui n'est pas très différente de la version que je vous présente aujourd'hui. La boîte à outils elle-même se compose d'un ensemble de documents en 3 parties: le glossaire terminologique sur l'utilisation des données sensibles à des fins de recherche, la matrice de risques liée aux données de recherche avec des êtres humains, et le langage en matière de gestion des données de recherche pour le consentement éclairé. Si c'est utile, je vais partager les liens dans le chat si vous souhaitez suivre chez vous. Alors, il existe également 2 ressources supplémentaires qui ont été créées en réponse aux besoins en matière de gestion des données pendant la pandémie. Il s'agit des directives sur la dépersonnalisation des données et l'arbre de décision puis-je partager mes données. Le guide s'est révélé utile lors de sa publication en 2020, car il a permis de combler le manque de compréhension de la terminologie relative aux données sensibles qui peut varier d'un domaine à l'autre. La boîte à outils a été conçue pour répondre aux exigences des CER en matière de gestion des données de leurs projets et pour détailler certaines des meilleures pratiques applicables à la gestion des données sensibles. En ce qui concerne la structure générale de la boîte à outils, parlons donc de ce qui relève ou non du champ d'application de la boîte. Le terme données sensibles dans le titre peut prêter à confusion. Ce qui relève ici du champ d'application, ce sont les données relatives aux participants humains. Et lorsque nous parlons d'êtres humains et de données, cela fait bien sûr référence à l'EPTC2, l'énoncé de politique des 3 conseils, éthique de la recherche avec des êtres humains. Cela renvoie au chapitre 5 sur le respect de la vie privée et confidentialité, et le chapitre 2 sur la portée et l'approche. La boîte à outils applique le cadre directeur de l'EPTC2 de manière plus pratique, en nous informant des mesures à prendre pour travailler de manière éthique avec les données des participants tout au long du cycle de vie de la recherche. En termes de ce qui n'est pas couvert par ces documents, la boîte à outils ne traite pas des politiques et législations régionales et locales régissant les données sensibles, telles que les lois provinciales sur la protection de la vie privée, ainsi que les lois sur la propriété intellectuelle, qui concernent généralement les licences et les droits d'auteur. Les données autochtones impliquent des exigences éthiques spécialisées aussi, qui ne sont pas abordées dans la boîte à outils. Bien que les documents ne traitent pas des exigences provinciales et locales,
Ils sont conçus pour compléter les directives plus locales, telles que la législation provinciale et le manuel, par exemple, du CRSEC. D'accord. Passons au premier document, le glossaire terminologique sur l'utilisation des données sensibles à des fins de recherche. Il harmonise certains des différents termes et expressions utilisés dans différentes régions du pays, dans différentes juridictions. Il résume la terminologie liée aux dernières pratiques exemplaires en matière de gestion des données de recherche que les chercheurs doivent connaître pour gérer de manière éthique les données relatives aux participants humains. Il définit également et fournit des exemples de terminologie utilisée dans le reste de la boîte à outils et je trouve qu'il est utile pour clarifier certaines notions spécifiques au domaine concernant les processus de traitement des données sensibles, notamment l'anonymisation, la dépersonnalisation et la pseudonymisation. Alors, il définit les données dépersonnalisées comme équivalentes aux données anonymisées, ce qui correspond à la norme de l'EPTC2, c'est-à-dire que les données sont irrévocablement dépouillées de tout identifiant direct. Aucun code n'est conservé pour permettre une reconnexion future et le risque de réidentification des individus à partir des identifiants est faible ou très faible. Le glossaire souligne également le fait que les informations permettant une identification directe ou indirecte peuvent présenter des risques et constituer potentiellement des informations personnelles, ce qui est conforme à la plupart des législations provinciales qui stipulent également que les identifiants indirects, tels que les informations démographiques, peuvent potentiellement constituer des informations personnelles. OK. Ce qui nous amène à la matrice de risque liée aux données de recherche avec des êtres humains. Elle classe les données en fonction de risques qu'elles peuvent présenter. Dans ce cas, l'évaluation des risques de la matrice s'aligne sur l'EPTC2 et évalue les risques en fonction de le caractère identifiable des données au moment de leur collecte et de leur stockage, de la vulnérabilité des sujets de données, soit en tant qu'individu, collectivité ou population, et de la sensibilité des données quant à leur susceptibilité à causer des torts, soit physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et logos, entre autres. Bien sûr, ce sont les CER qui sont qualifiés pour évaluer les risques en fonction de divers cas d'utilisation, mais la matrice peut être particulièrement utile pour la planification des projets. Il peut donc être utilisé pour des tâches telles que la planification de projets, la conception de recherche, la rédaction de demandes de subvention, la création de plans de gestion de données ou la création de guides ou de manuels pour les activités de recherche plus approfondies, comme celles menées dans les laboratoires. L'évaluation des risques liés aux données au cours des étapes préliminaires du cycle de vie de la recherche peut aider à déterminer le budget du projet ainsi que sa faisabilité globale. Elle peut ainsi nous alerter sur les obstacles ou les défis que nous pourrions rencontrer plus tard dans le processus de recherche. Par exemple, nous pouvons évaluer la complexité de nos besoins en matière de gestion de données et décider de prévoir un budget pour un assistant ou assistante de recherche afin de créer un plan de gestion des données. À titre d'information, l'université publiera son propre cadre de classification des données dans lequel les recommandations locales s'inscrivent dans le cadre plus large. Le calendrier universitaire sera la politique 117 qui régira son fonctionnement dans un avenir prévisible. Les informations actuellement disponibles ne sont pas à jour, mais vous verrez un calendrier qui reflète cette matrice de risque à un moment donné en 2026. Comme vous le savez probablement, les données peuvent à tout moment passer d'une catégorie de risque à une autre, ce qui implique des protocoles de traitement différents. Par exemple, si les données non anonymes sont anonymisées, elles passent bien sûr d'une catégorie de risque élevé à une catégorie de risque plus faible. Si les données se situent à cheval entre deux catégories, par exemple si elles sont codées mais hautement sensibles, je suggère de les traiter comme si elles appartenaient à la catégorie présentant le niveau de risque le plus élevé. OK. Alors, le tableau de la matrice a plusieurs fonctions. La première section définit les catégories de risque. Les sections suivantes fournissent des conseils pour les gérer. Les données à faible risque comprennent les données qui ne contiennent aucune information permettant d'identifier une personne.
Elles peuvent inclure des données publiques et les données pour lesquelles les participants ne risquent pas de subir de préjudice en cas de violation. Elles comprennent les données qui étaient anonymes au moment de leur collecte aussi. Les données à risque moyen présentent un risque légèrement plus élevé. Elles peuvent inclure des données anonymisées. Dans cette catégorie, les participants humains concernés ne proviennent pas non plus d'une population particulièrement vulnérable. Cependant, les personnes concernées appartenant à la catégorie à risque élevé peuvent être vulnérables et risquent de causer des torts en cas de violation des données. Ces données peuvent également inclure des informations identifiables. Les données peuvent être codées ou non, mais leur réidentification reste possible ou probable. Les données à risque extrême peuvent avoir été obtenues auprès d'un tiers, par exemple dans le cadre d'une utilisation secondaire des données approuvées par le CER. Elles peuvent inclure des identifiants directs et ou indirects qui rendent l'identification possible ou probable. Les personnes concernées sont vulnérables dans le contexte de la recherche et pourraient subir un préjudice en cas de violation. En ce qui concerne les recommandations relatives au consentement éclairé pour différents types de données, le prochain document de la boîte à outils fournira des indications plus détaillées. Alors, le tableau fourni ici est quelque peu ambivalent. Il sert à la fois de définition des catégories, de risques et aussi de guide. Cela sera toutefois amélioré dans la nouvelle boîte à outils. Mais pour la collecte de données, si nous voulons que les données présentent un faible risque, nous ne devons pas interagir avec les participants, ni collecter d'identifiants, qu'ils soient directs ou indirects. Les données entrent dans les autres catégories de risques si nous pouvons connaître l'identité des participants et ou si nous avons collecté des identifiants. En ce qui concerne l'analyse des données à faible risque doit respecter tout protocole du CER qui s'applique. Pour les données à risque moyen et élevé, nous voulons coder les données collectées dès que possible pour simplifier autant que possible le travail de chacun et éviter de travailler avec des informations identifiables. Cela signifie que nous remplaçons les identifiants directs par un code de liaison qui est conservé séparément des informations d'identification ainsi que des formulaires de consentement. Pour les données à risque élevé et extrême, nous souhaitons également coder les identifiants indirects qui exposent les participants à un risque de réidentification. Nous prenons donc des mesures de précaution supplémentaires pour évaluer les risques liés à ces identifiants indirects, tels que les informations démographiques, les réponses sous forme de texte libre et la localisation géographique. En ce qui concerne les protocoles d'accès à ces données, plus le risque est élevé, moins les membres de l'équipe de recherche doivent y avoir accès, et l'accès doit se faire sur un réseau sécurisé et ou sur un appareil non connecté au réseau, c'est-à-dire qui n'est pas connecté à l'Internet. Le service informatique central de l'Université d'Ottawa est généralement accueillant et fournit des informations sur les solutions de stockage des données sensibles. Passons au stockage des données. Pour les données à faible risque, les exigences en matière de stockage sont peu nombreuses. Vous pouvez envisager d'utiliser la règle de sauvegarde 3-2-1 qui consiste à conserver 3 copies des données stockées dans 2 emplacements différents, dans un hors-site. Les données à risque moyen doivent être protégées par un mot de passe et cryptées et transférées par une méthode de cryptage telle que Liquidfile, à laquelle vous pouvez accéder avec une adresse courriel de l'Université d'Ottawa. Les services cloud institutionnels, comme l'instance OneDrive de l'Université d'Ottawa, sont plus sécurisés que les services cloud externes, tels que Dropbox. Les enseignants et les étudiants ont accès à un espace de stockage OneDrive et atteindre à 1 téraoctet. La protection par mot de passe et le chiffrement sont également recommandés, tant pendant le transfert que pendant le stockage pour les données à risque élevé. Le CER doit également approuver toutes les plateformes de stockage que nous prévoyons d'utiliser. Pour les données à risque extrême, nous avons également besoin que le CER approuve nos méthodes de stockage et de partage des données. Le service informatique central de l'Université d'Ottawa peut vous aider à déterminer le système dédié. Cela nous amène au partage des données. Le document réaffirme que pour les données à faible risque, il n'existe pas de protocole particulier pour leur partage. Pour les données à risque moyen, nous voulons ce cryptage et cette protection par mot de passe.
Pour les données à risque élevé, il en va de même, et seules les personnes spécifiées dans le protocole du CER peuvent y accéder. Il en va de même pour les données à risque extrême, et il est recommandé de limiter l'accès à un ou deux membres du projet qui en ont besoin. Pour le dépôt de données, il y a peu de risques à partager des données à faible risque dans un dépôt s'il n'y a pas d'autres préoccupations liées aux données. Si les participants ont donné leur consentement et n'ont pas refusé le dépôt de données, les données à risque moyen peuvent normalement être partagées dans un dépôt de données de recherche sous forme anonymisée et leur réutilisation nécessite l'approbation du CER. Si les données à risque élevé sont déposées dans un dépôt de données de recherche, leur accès doit normalement être restreint au grand public. Un processus d'approbation serait mis en place pour accorder l'accès. L'approbation du CER est également requise pour l'utilisation secondaire de ces données. Et bien sûr, nous ne déposerions normalement pas de données à risque extrême dans un dépôt accessible au public. À l'Université d'Ottawa, nous n'avons pas de règles concernant la destruction ou la conservation des données de la majorité des projets individuels à faible et moyen risque qui ne sont actuellement pas soumises aux archives et à la gestion de l'information de l'université. Toutefois, pour les données à risque élevé et extrême, le CER détermine les protocoles, le cas échéant, qui s'appliquent à la conservation et à la destruction des données. Ce sont les dernières recommandations de la matrice des risques. Passons donc au dernier document de la boîte à outils qui est Langage en matière de gestion de données de recherche pour le consentement éclairé. Si les données n'étaient pas anonymes au moment de leur collecte, nous souhaitons informer les participants de l'étendue de la réutilisation future de leurs données, les informer si les données sont limitées à une utilisation définie, par exemple, pour un seul projet ou pour une utilisation prolongée au-delà du projet, mais dans le même domaine de recherche, par exemple, ou pour une utilisation élargie qui peut inclure l'utilisation des données des participants au-delà du domaine initial. Les participants doivent savoir quelles données, le cas échéant, et sous quelle forme leurs données seront partagées, y compris les protocoles qui s'appliquent à leur accès. Cela implique d'informer les participants si leurs données seront conservées dans un dépôt de données de recherche, sous quelle forme, par exemple anonymisée, et pendant combien de temps, par exemple indéfiniment ou jusqu'à ce que le projet ne soit plus actif, ou pendant une période déterminée par le CER. Nous pouvons également fournir des détails sur les protocoles qui s'appliquent à la réutilisation de leurs données. Par exemple, si elles ne seront accessibles qu'avec l'accord du CER ou si elles seront mises à disposition plus largement. Nous souhaitons également informer les participants de restrictions relatives au retrait de leurs données. S'ils peuvent facilement se retirer d'une étude, ils pourraient se retrouver avec des options plus limitées pour retirer leurs données, car celles-ci peuvent déjà avoir été anonymisées. Ils peuvent être informés des limites du retrait des données, ainsi que des processus et des délais impliqués. Vous pourriez peut-être inclure une brève déclaration de signature à la fin du document de consentement éclairé, résumant ce à quoi les participants consentent, comme dans les exemples ci-dessous. Alors, passons maintenant aux directives sur la dépersonnalisation des données. Il s'agit d'un document plutôt technique. Il nous présente certaines méthodologies de codage et de traitement. Chaque fois que des données sont traitées d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient pseudonymisées, anonymisées ou nettoyées, ces processus peuvent être documentés dans un fichier, lisez-moi, ou un livre de code associé. Je partage ici le lien vers le modèle de l'Université Cornell, traduit en français. Il convient peut-être de garder à l'esprit que différentes données nécessitent différents degrés de traitement pour être utilisées de manière éthique. Par exemple, les données qui sont partagées en interne avec des protocoles et des mesures de sécurité en place peuvent peut-être ne nécessiter qu'une pseudonymisation. Elles peuvent également nécessiter une dépersonnalisation, une étape supplémentaire qui empêche la reconnexion des données. La première étape consiste à coder les identifiants directs pour travailler avec des données au-delà de la phase de collecte.
Ces données peuvent être remplacées par une série de codes liés à des informations personnelles dans un document séparé. Le processus de dépersonnalisation, proprement dit, nécessite alors des tâches plus intensives d'évaluation du risque que les identifiants indirects pourraient présenter pour réidentifier les participants humains. Quelques considérations relatives au risque incluent la zone géographique de l'étude. Par exemple, une petite ville ou une petite région présentera un risque plus élevé. Un échantillon complet d'une population présente également un risque plus élevé. Par exemple, tous les membres d'une organisation professionnelle. Nous voulons évaluer les identifiants indirects, y compris les identifiants géographiques et les informations démographiques en termes de risque. Nous pouvons résumer le risque potentiel en examinant une ligne ou une observation dans un ensemble de données et évaluer le risque que présente une combinaison d'identificateurs indirects. Par exemple, dans cet ensemble de données artificielles, nous pourrions dire cette personne est membre du corps enseignant de l'école de commerce de l'Université d'Ottawa, est âgée de 39 ans, est comme blanche et non-binaire, et gagne entre 70 et 20 à 90 000 par an. Il serait donc assez inquiétant de partager cet ensemble de données tel quel. Il ne sera pas difficile de déduire l'identité de cette personne, ce qui mettrait en danger les participants et les chercheurs s'ils décidaient de, par exemple, déposer leurs données dans un dépôt de recherche, de données de recherche. Nous pouvons donc mettre en œuvre une méthodologie d'évaluation des risques appelée vérification de l'anonymat K, qui consiste à évaluer spécifiquement les identifiants indirects susceptibles d'exposer les participants à un risque de réidentification. K est donc le nombre choisi pour représenter le nombre de lignes ou d'observations ayant des valeurs identiques pour les identifiants indirects problématiques que nous évaluons. Dans cet ensemble de données artificielles, il n'y a que deux lignes de données identiques, donc il sera assez facile de déduire l'identité de la personne. K correspond au nombre de données jumelles ou de lignes de données identiques dont un ensemble de données a besoin pour protéger l'anonymat des participants. La plupart des chercheurs choisissent un nombre K compris entre 3 et 5. Ainsi, par exemple, il exige que l'ensemble de données contienne 3 enregistrements identiques pour les identifiants indirects problématiques. Nous devrions choisir un nombre plus élevé, 4 ou 5, si l'étude représente un petit échantillon ou si elle représente l'ensemble d'une population donnée. Alors, notre ensemble de données synthétiques est une petite population et un échantillon complet de cette population. Nous devrions donc être prudents. Nous pourrions choisir un nombre K égal à 5. Ensuite, nous pouvons utiliser des techniques pour traiter ces identifiants indirects problématiques. Une option consiste à supprimer les variables à risque, c'est-à-dire toute la colonne, comme les informations démographiques qui ne contribuent pas de manière significative à l'étude. Ici, nous pourrions choisir de supprimer l'identité de genre ou l'origine ethnique, mais supposons que l'étude porte sur le genre et les inégalités de revenus. Nous ne voulons donc pas perdre ces données précieuses qui éclairent les résultats de notre recherche et qui peuvent informer la politique. Une autre option sera alors le recodage global, qui consiste à regrouper les valeurs plus petites ou uniques dans des catégories plus larges, afin d'élargir la tranche d'âge à des intervalles de 5 ou 10 ans pour protéger l'anonymat des participants. Dans ce cas, nous pourrions indiquer que les participants ont entre 30 et 40 ans et peut-être regrouper les enseignants dans des catégories plus larges. On pourra également procéder à une suppression locale. Si une valeur est aberrante, comme un jeune divorcé, elle pourra être remplacée par un code, tel que inconnu ou manquant, afin de ne pas avoir cette valeur d'identification unique. Il est également judicieux de vérifier la sensibilité des variables qui ne sont pas ce que nous considérons généralement comme des identifiants directs ou indirects, tels que les réponses libres aux enquêtes, les opinions, etc. Nous pourrions vouloir les remplacer par des codes et regrouper ces codes dans des catégories plus larges, car ils contiennent souvent des informations sensibles. Une fois cela fait, nous devons refaire un test de K anonymement
Alors, voici donc les résultats de notre ensemble de données. C'est rarement aussi simple et direct. Vous pouvez vérifier à l'aide du code inclus dans le document qui fonctionne avec la plateforme RStudio. Cela implique toutefois un certain dépannage et quelques essais avec le code et la plateforme. L'IA peut vous aider dans ce type de tâches techniques. À long terme, cela représente un gain de temps par rapport à la vérification manuelle. Ici, nous obtenons une anonymité K de 5, mais nous voulons également tenir compte de la sensibilité de l'ensemble des données, telles que la vulnérabilité des sujets et le risque de préjudice, avant de déterminer ce que nous voulons faire avec l'ensemble des données, et on devrait aussi solliciter l'assistance du CER. Pour approfondir le sujet, je recommande de regarder la série d'ateliers sur l'anonymisation de l'Université McGill. Elle fournit plus de détails sur l'utilisation de RStudio pour vérifier l'anonymat. Elle comprend également un webinaire sur les données qualitatives. Malheureusement, là, ils sont disponibles pour le moment seulement en anglais. Alors, maintenant, après avoir présenté toutes ces informations un peu abstraites, en tant que chercheur, vous souhaitez probablement savoir comment ces pratiques s'appliquent à votre travail ou à vos projets particuliers. Une stratégie consiste à créer un plan de gestion des données, ou PGD. L'Alliance propose plusieurs modèles et exemples de PGD sur sa plateforme appelée Assistant PGD, dans lequel vous pouvez définir les paramètres de traitement de vos données. Comme vous le savez peut-être déjà, un PGD génère un document de 1 à 2 pages décrivant la manière dont les données seront gérées tout au long du cycle de vie de la recherche. Il peut vous alerter et vous aider à prévenir des problèmes ultérieurs, tels que des violations de données. L'assistant PGD est un formulaire web qui permet une collaboration interinstitutionnelle. Il est structuré comme une série de questions avec des conseils pour chaque réponse, afin d'appliquer les meilleures pratiques en matière de traitement de données sensibles à un projet ou à une activité de recherche spécifique. Alors, merci beaucoup pour votre attention.